Chers frères du Nozo, la résolution de la crise anglophone est inscrite dans le programme du MRC à travers déjà l'évocation de l'histoire de la région anglophone. Chaque fois que nous parlons de la crise anglophone, nous évoquons d'abord comment cette histoire a commencé. Parce que si on ne sait pas d'où la crise vient, on aura du mal à la résoudre. Et quand on regarde dans la crise anglophone, on réalise que les populations sont dans une situation de ras-le-bol parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les a pas écoutés. C'est parce que nous savons pourquoi les anglophones ont pris les armes que nous avons la solution pour résoudre. Les anglophones ont pris les armes parce qu'ils ont essayé de parler à Paul Biya et Paul Biya ne les a pas écoutés. Et ils se sont dit, comme Paul Biya ne nous écoute pas, nous on en a marre de la République. On veut se débarrasser de la République, on veut chasser les gens de Yaoundé, qu'ils nous laissent tranquilles dans notre pays, ici dans notre région. On veut revenir à la forme, la structure qu'on était avant 1961. Même si on doit créer un État indépendant, ce n'est pas grave, on veut créer notre État anglophone. Donc voilà, c'est ça la motivation. Et ils ont raison de ressentir tout ce qu'ils ressentent là parce que quand on retourne dans l'histoire, on remarque que les anglophones ont choisi librement de se joindre à nous dans la partie francophone. On ne les avait pas obligés. Quand la France, enfin, quand on accède à l'indépendance, bon, entre guillemets, c'est pas l'indépendance, mais bon, on se comprend. Quand on accède donc à cette pièce de théâtre qu'on appelait Indépendance, les, les Nations Unies organisent un référendum. Si en 1961, le 11 février 61, ils organisent un référendum où on demande aux États, enfin, à la partie qui est détenue par les Britanniques, est-ce que vous voulez partir du côté nigérian ou alors du côté camerounais? Parce que on ne peut pas, vous êtes trop petit pour être indépendant comme un État à part. Ils ont dit, et ils ont dit librement que non, bon, on va se rattacher au Cameroun. On se dit que les Camerounais, ce sont nos frères, donc on va se rattacher à eux et on va devenir donc une république fédérale du Cameroun. La partie du Nord, après une autre décision, elle a dit, bon, non, part au Nigeria parce que c'est un État indépendant. Et à l'intérieur de la partie sud, le Southern Cameroon, il y avait des gens comme le chief Emmanuel Ndele qui avait déjà pressenti le problème que ça allait y apporter. Il avait dit aux autres anglophones que it's very dangerous d'aller avec le Cameroun francophone, vous aurez beaucoup de problèmes parce que eux, ils ont le système français dans la tête et le système français, c'est la capitale qui contrôle tout. Donc, si vous allez là-bas, l'administration coloniale va tout contrôler et vous n'aurez pas de liberté, pas de marge de manœuvre. Comme le oui a gagné lors du référendum, Emmanuel Ndele était minoritaire et donc il a perdu la possibilité, enfin il a perdu la partie. Donc le Southern Cameroun s'est donc rallié au Cameroun oriental et à partir de là, et on doit se dire, oui, c'est des gens qui ont décidé de venir vers nous. Et ils ont décidé de venir vers nous parce qu'ils nous ont fait confiance. Et quand quelqu'un te fait confiance, il ne faut pas trahir sa confiance. Ils ont décidé de venir vers nous, de se rattacher au Cameroun francophone parce qu'ils se disaient, ces gens-ci nous font des promesses et on pense qu'ils vont les tenir. On leur fait confiance, on leur accorde le bénéfice du doute, on croit en leur bonne foi. Donc aller en 61 vers la République fédérale. Avant la République fédérale du Cameroun, il y a eu la conférence de Fumban. Le premier mensonge commence donc là, avec la conférence de Fumban. On a remarqué que Ahidjo n'avait pas été honnête. On avait prévu qu'à la conférence de Fumban qui se tenait le 17 juillet jusqu'au 21 juillet 61, on avait prévu que chacun allait venir avec un projet, une offre politique et qu'on allait, enfin chacun allait venir avec des idées de tout ça, on allait mettre ça sur papier et on allait donc essayer de débattre dessus et de voir les bons points, les mauvais points. Et à partir de là, quand tout le monde allait être d'accord, on allait mettre sur pied la République fédérale. Mais au lieu de faire ça, Ahidjo de la France qui avait déjà établi tout le texte de la constitution du Cameroun fédéral. Il est venu avec un texte déjà fini. Il n'a pas donné le temps aux anglophones de bien étudier le texte. Ils n'ont eu que 5 jours pour étudier ce qui n'est rien. C'est absurde. Tu veux mener un vrai dialogue national, forme de l'État, et tu prends 5 jours. Malheureusement pour les anglophones, il y avait l'un d'entre eux qui a aidé à ce que les choses s'accélèrent et qui a fait le jeu de Aïdjo, notre cher ami John Gofoncha, qui a donc dit aux anglophones que bon, ça va, ça ira. Il ne va pas y avoir de problème. On sera une république fédérale. Le Premier ministre aura
son autonomie dans beaucoup de secteurs, et ça ira, on aura beaucoup de pouvoir à l'intérieur de la République fédérale. Sauf que c'est pas ce qui était prévu. Ahidjo a donc plaqué sa constitution fabriquée par Paris, et voilà, c'est passé à l'Assemblée, c'était promulgué dès le 1er septembre 61. Le 1er octobre, dont la République fédérale est proclamée, et Amadou Ahidjo compose son premier gouvernement dans la foulée à partir du 20 octobre. Et toujours dans cette période, il se met à réorganiser administrativement la région, enfin le Cameroun tout entier. Il réorganise tout le secteur, il se met à découper la région anglophone, il crée le NOZO, il crée... Bref, on se retrouve avec des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Au point où John Gofoncha commence à constater il y a quelque chose qui cloche ici. Parce qu'il était prévu que on n'allait pas modifier la forme de l'État, ni administrativement, ni de quelque manière que ce soit. Et donc à nommer des délégués, des sortes de délégués régionaux, ces sous-préfets particuliers qu'il envoie dans les différentes zones du Cameroun qu'il a découpées. Et il envoie quelques-uns aussi en zone anglophone. Et ces gens, John Gofoncha se plaignait que ces gens, quand ils arrivent en zone anglophone, ils font des choses comme si c'était eux les vrais chefs. Ils n'écoutent pas le Premier ministre, ils sont arrogants, ils ne respectent rien, ils ne répondent que aux ordres de Yaoundé. Et c'est là où John Gofoncha se met à constater que, mais est-ce que peut-être on ne m'a pas dribblé? Est-ce qu'on ne nous a pas trompés par hasard? Est-ce que Aijo est honnête dans ce qu'il est en train de faire? Ils vont donc constater que Aijo est bien malhonnête sur le plan politique le 20 mai 72. Parce que il y a un référendum qui est adopté, qui constitution qui va entrer en juin 72 en vigueur. Le 20 mai, Aïdjo part dans un référendum bizarre, où il sait qu'il y a à peu près 5 millions et demi de personnes dans la partie francophone, et il y a à peine 1 million de personnes, 1 million et quelques poussières dans la partie anglophone. Donc, si on part dans un référendum comme celui-là, la partie francophone va gagner parce qu'ils sont plus nombreux. Même si tous les anglophones disent non à l'État unitaire, ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils n'ont pas le nombre. Donc, il faut que, normalement, on organise uniquement dans la partie anglophone le référendum. Puisque les anglophones sont venus librement vers nous, on doit leur demander librement s'ils veulent un État unitaire. On ne doit pas leur imposer l'État unitaire. Or, c'est ce qu'on va faire en 72 et organiser un référendum où on sait déjà que ça va être du côté francophone. C'est pour ça que certaines personnes caricaturent en disant que bon, c'est comme un référendum, comme si on leur a demandé de choisir entre oui et yes, parce qu'on ne leur a pas vraiment laissé le choix. C'est un référendum couru d'avance. Donc, ça, c'est le deuxième dribble, la deuxième tromperie. Ensuite, on arrive en 84. Là, c'est Paul Biya qui est au pouvoir. Paul Biya nous dit que désormais, en 84, ça fait 2 ans que je suis au pouvoir, je vais changer un peu la dénomination et la structure du Cameroun, et un peu même l'histoire. Désormais, ce n'est plus la République unie du Cameroun, c'est la République du Cameroun. Donc, les anglophones constatent que le mot même qu'on avait mis, République unie, et qui rappelait que, ah, donc à l'époque, on était d'abord une République fédérale, avant de devenir une République unie, même ce mot-là, Paul Biya veut enlever, enfin, il enlève, donc l'histoire ne va même plus se souvenir que c'était deux États fédérés qui ont fusionné. Donc, ça devient République du Cameroun. Ça, c'est un troisième traquenard, un troisième Zolan. Le quatrième Zolan, qui est peut-être le plus grand, intervient en 92. Mais John Fondi gagne les élections. Paul Biya qui a tout fait pour trépatouiller les élections, en faisant organiser les élections par le ministre de l'administration territoriale, Simon-Pierre Tchongi. Alors qu'on lui demande de mettre sur pied une commission indépendante. Il a manipulé les kits, il a refusé de livrer. Bref, les mêmes choses que Eric Esso s'est fait actuellement. Il fait ça en 92, la même chose, les mêmes choses, les mêmes méthodes. Mais ni John Fondi réussit à gagner les élections. Tous les journaux, tous les sondages s'accordent. C'est lui qui a gagné les élections. 11 jours après la victoire de John Fondi aux élections, Paul Biya arrive avec son président de la Cour suprême, Monsieur Dipanda Mwele, qui nous disent que non, c'est Paul Biya qui a gagné les élections, il a eu 39% des voix, John Fondi est deuxième, blablabla, blablabla. Donc, ils veulent comme ça la victoire des anglophones. John Fondi va faire des appels, que ce soit aux forces de l'ordre, que ce soit à la communauté internationale, il fait des appels à respecter l'ordre, la vérité des urnes. Malheureusement,
son appel ne sera pas suivi puisque la France soutient Paul Biya. Donc les anglophones perdent, du moins le ressenti en tout cas, les anglophones qui sont soutenus par justement beaucoup d'intellectuels du pays comme Maurice Kamto et des hommes d'affaires comme Kaji de Fosso, ils perdent donc le pouvoir encore une fois. Et pour les anglophones, ils le ressentent évidemment encore comme une énième tromperie. C'est pour ça que, à un moment donné, John Gofoncha peut-être qu'il constate que c'est voilà, il a été vraiment naïf. Lui qui avait fini par adhérer au RDPC, il s'est redétaché du RDPC vers la fin des années 80, constatant que bah, ces gens-ci, il n'y a rien d'honnête dans le RDPC, c'est des menteurs et ça ne sert à rien avec eux. Donc, on constate donc à un moment donné, avec de plus en plus de force, que les anglophones, certains se réunissent tous les 1er octobre en souvenir de la République fédérale pour dénoncer ce que Paul Biya et Ijo ont fait depuis une trentaine d'années déjà. Et c'est comme ça que tous les 1er octobre, ils se réunissaient avec le drapeau de l'Ambazonia pour dire qu'ils réclament le retour à l'Ambazonie. Malheureusement, bon, enfin, pas malheureusement, mais je veux dire, contrairement à l'époque actuelle, leurs manifestations sont essentiellement pacifiques. C'est pour ça qu'on les ignore même, ils ne font pas de bruit. Sauf que Paul Biya va continuer, non seulement à martyriser le peuple camerounais dans l'ensemble, mais également les peuples du Nozo, quand en 2016, les avocats devant la cour d'appel de Bamenda décident d'aller enfin, d'annoncer leur droit de grève et de dénoncer en fait le fait qu'on veut leur appliquer la législation de la partie francophone, la législation de l'OHADA. Ils disent que non, chez nous, c'est la common law, c'est un système différent, c'est le système britannique, le système anglo-saxon. On ne veut pas que vous nous imposiez un système dont on n'est pas habitué. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ethnie anglophone ou bien c'est vrai que l'anglais, c'est pas notre langue et tout, mais là, on parle de l'héritage politique historique, c'est un fait. Et ils sont habitués, il y a cela de la même manière que les francophones ne veulent pas qu'on leur impose un système législatif ou académique anglophone à l'heure actuelle. Dans le meilleur des cas, on peut en discuter, mais imposer, voilà, ça ne leur plairait pas. Dans les anglophones, en tout cas les avocats, calmement, pacifiquement, disent que nous voulons que les choses se passent autrement. On veut qu'on demande notre avis, on ne veut pas qu'on nous manière de faire. Quelle est la réponse de Paul Biya? Il envoie les policiers tabasser, torturer les avocats, les arrêter, pulvériser le gaz lacrymogène et tout. Donc, tu vois, ça s'accumule. Il y a des choses comme ça qui s'accumulent. Les enseignants, plus tard, en décembre, descendent aussi dans la rue en disant que on veut que les professeurs qu'on nous envoie ici et qu'ils ne parlent même pas anglais, on veut qu'ils retournent à Yaoundé parce que ici, personne ne les comprend. Enfin, ils ne comprennent pas les gens. Non, même on s'efforce de parler français, mais ils ne comprennent pas anglais. Ils ne parlent pas anglais, ils sont là, ils nous cassent les oreilles. Donc mieux ils aillent enseigner à Yaoundé parce que ici, ça n'a pas de sens. Ils manifestent également pacifiquement avec l'arbre de paix. La réponse de Paul Biya est la même, la matraque, les coups de fouet, les arrestations, bref, comme à son habitude. Le mois d'après, les étudiantes à l'université de Boya, les étudiants et les étudiantes qui font partie d'une structure qu'on appelle la University of Boya Students Union, la UBSU, quelque chose comme ça, décide donc également de revendiquer les promesses qui ont été faites par Paul Biya et qui n'ont pas été retenues. Les bourses d'études, le plan spécial jeune, bref, les mesures promises par Paul Biya dans ses bêtes discours de fin d'année comme il a l'habitude tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie encore les policiers. Là-bas, ils vont même faire fort. Ils vont entrer jusque dans les chambres des étudiantes et y agresser sexuellement certaines étudiantes. On a des photos d'autres qu'on a roulées dans la boue, qu'on a embarquées dans la poussière. Bref, des traitements inhumains. Or, Paul Biya a signé les conventions contre les traitements inhumains le 10 décembre, les conventions du 10 décembre 84. Il les a signées en 86. Mais il ne respecte pas. Donc, voilà les événements donc, qui vont faire que certains anglophones vont dire, mais on en a marre. Ça, c'est la goutte d'eau. On refuse, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc à partir de là, certains vont donc se radicaliser et prendre les armes. Et on va avoir des gens qui vont prendre la tête du mouvement, des gens comme Ayuk Tabé, des gens comme voilà, les Ebenezer Akpanga, bref, les leaders du mouvement séparatiste qui vont promouvoir maintenant une autre manière de faire et dire que ben voilà Paul Biya avec qui on essaye de dialoguer. On a d'abord essayé avec Aïdjo depuis 61, il ne fait que nous tromper. Paul Biya est avant 82, depuis on essaie de parler avec lui tout ce qu'il a matraque. Donc, ça ne sert à rien de continuer le dialogue puisque chaque fois que nous on veut dialoguer, lui, il utilise la méthode forte. Donc, logiquement,
C'est la méthode forte que nous aussi on va utiliser et on va lui imposer la sécession. On ne veut plus dépendre de Yaoundé. Voilà les origines de la crise anglophone. On ne les justifie pas, on les explique. Ce n'est pas un avis que je demande à quelqu'un, c'est comment dire, la chronologie historique de ce qui s'est passé et qui a abouti à la situation actuelle. L'arrogance, le manque, le mépris, le pédantisme, la mégalomanie d'un homme qui croit qu'il est immortel et qui se dit qu'on est dans un royaume, or on est en république où il faut écouter les populations. C'est ça qui a donc radicalisé les anglophones, dont leur problème maintenant, c'est sûr, l'organisation de l'État. Eux, ils voulaient, comme ils ne se sentent pas écoutés, ils ont dit on veut la sécession. Mais dans la réalité, le frère, ce n'est pas la sécession qu'ils veulent. Quand tu écoutes même les anglophones parler, ils vont surtout se plaindre du fait que Paul Biya n'a pas écouté et que c'est pour ça qu'ils veulent le séparatisme. Ce qui signifie que s'il y a un régime qui est prêt à leur tendre l'oreille et à leur donner l'autonomie politique qu'ils réclament, ils vont accepter de rester dans le giron Cameroun, mais avec une marge de manœuvre beaucoup plus large. Et je suis totalement d'accord avec ça. Le MRC est totalement d'accord avec ça. Non seulement le MRC est totalement d'accord avec ça, mais aussi le MRC est d'accord à faire ça pour plusieurs zones du Cameroun. On veut un fédéralisme qui va découper le Cameroun de plusieurs manières, pas seulement la zone anglophone, mais on veut un fédéralisme où, en discutant lors d'un grand dialogue national qu'on va organiser avec les Camerounais, on peut les convaincre, par exemple, du fait que, regardez, la zone du littoral camerounais, où il y a Douala, Campo, Limbé, Kribi, en fait, la zone du littoral qui est riche en ressources gazières, on peut créer un État fédéral là-bas qui est spécialisé dans la production du gaz, exactement comme Deng Xiaoping a fait en Chine à partir de 1978 avec les zones économiques spéciales dans la région du Guangdong en Chine, dans des zones comme Shenzhen, des villes comme ça. Voilà, où on met une région avec des dispositions spécifiques pour valoriser les ressources naturelles et donner l'électricité aux Camerounais en mettant en place des mécanismes d'investissement qui favorisent l'implantation des entreprises et de la technologie. Donc, c'est des réflexions qu'on cherche à avoir. C'est donc pour dire, le MRC non seulement est ouvert à la forme de l'État avec l'autonomie qu'il faut pour les régions anglophones, mais on est même ouvert au fait de mettre ça à l'échelle de tout le pays. Donc, on a donc identifié, quand on a fini d'élaborer, quand on est revenu sur l'histoire et qu'on a vu les origines de la crise anglophone, on a compris immédiatement ce qu'il faut comme solution. Et ce qu'il faut comme solution, c'est rediscuter de la forme de l'État. Ce qui a compliqué la crise anglophone, c'est le fait que même quand il y a eu un début de solution, après que Paul Biya ait passé des années à tabasser et à tuer des gens dans le Nozo, le grand dialogue national qu'on lui a demandé sous la pression des Nations Unies, des organismes internationaux, où il a fini par dire oui, 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 je vais organiser le grand dialogue national. Il a dit que lui, il va organiser le grand dialogue national, mais il ne va pas parler de la forme de l'État. C'est ça quand vous avez un sorcier à la tête du pays. C'est-à-dire, le problème porte sur la forme de l'État. Lui, il vous dit carrément qu'il ne va pas discuter de la forme de l'État, mais dans ce cas, pourquoi tu fais un dialogue? Donc, comme on est dans un pays dirigé par une force obscure, lui, il organise un dialogue où il ne met pas le problème sur la table. C'est comme si tu as un problème avec ta femme, elle dit que tu l'as trompée, et elle dit qu'il faut organiser une assise familiale. Tu dis, OK, je veux qu'on organise l'assise familiale, mais je ne veux pas qu'on parle de la tromperie. Ta femme va te demander que, mais du coup, on va parler de quoi, vu que le problème porte sur la tromperie. Et en plus, toi-même, tu ne viens pas à la fameuse assise familiale. Donc, en fait, tu te moques, en fait, des gens, et c'est pour ça que la crise n'a pas eu de fin. Donc, le MRC, une fois qu'il prend le pouvoir, ce qu'on a prévu de faire, c'est que dès qu'on a réussi, Maurice Kamto arrive au pouvoir, il va aller rencontrer les citoyens du Nozo en leur disant, nous allons faire autrement maintenant. Je vous comprends depuis le début. Ce n'est pas que je vous ai compris, je vous comprends depuis le début. Je sais d'où ça vient, je sais d'où vient le courroux. Je ne dis pas que vous avez eu raison de prendre les armes, mais l'État non plus n'a pas eu raison de prendre les armes contre vous. Donc, il ne s'agit pas de dire tel a eu raison, tel a eu machin. Il s'agit de dire les erreurs qui ont été faites vont être réparées. On va enterrer la hache de guerre. Faut que les Camerounais arrêtent de s'entretuer. Donc, on va organiser un grand dialogue national qui va durer autant de jours, de semaines qu'il le faut.
jusqu'à ce qu'on trouve une forme fédérale où tout le monde est content. Et de toute façon, dans notre forme fédérale, sachez déjà que vous, la partie anglophone, celle qu'on appelait donc autrefois le nord-ouest et le sud-ouest, vous aurez de toute façon, dans cette configuration, vous aurez votre autonomie. Ça ne souffre de rien. Donc, on va venir au grand dialogue national où on va donc inviter les anglophones. On va faire revenir ceux qui sont en exil, les chefs des leaders séparatistes. On va inviter au dialogue ceux que Biya a mis en prison, Ayoub Tabé et toute la bande, parce que si vous voulez mettre fin à un conflit, vous êtes obligé de faire des concessions et de supporter le fait que même des criminels soient invités à la table des négociations pour que tout revienne à la normale. Soit vous faites ça, soit vous continuez dans le statu quo et les gens continuent de mourir. Donc ce n'est pas une manière de dire tel est un criminel et c'est bien d'être un criminel, il faut libérer Ayoub Tabé. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est une manière de dire qu'est-ce qui est mieux? Ayoub Tabé est en prison et les anglophones continuent de tuer des Camerounais et l'armée continue de tuer des anglophones, ou alors on met fin à tout ça et la guerre cesse et les Camerounais cessent de mourir. De deux mots, le moindre mal, il faut toujours choisir la solution qui cause le moins de dégâts. On n'a pas dit qu'on va tout oublier ou qu'il n'y aura pas de procès ou qu'il n'y aura rien, non. Mais on dit l'heure est justement à une nouvelle manière de faire et on préfère, c'est-à-dire on est prêt à faire tout type de compromis qu'il faudra pour que les tueries cessent. La finalité ultime, c'est que les Camerounais cessent de mourir. Rien ne vaut la vie. Donc, une fois qu'on a invité tout ce monde à la table des négociations, les anglophones, les leaders séparatistes, les membres de l'Église, les imams, les chefs traditionnels, les leaders de la société civile, les membres des partis politiques, même les observateurs internationaux, comme ceux du Mali, de l'Éthiopie, bref, des envoyés, des émissaires africains, pour nous donner aussi un coup de pouce, pour nous donner des idées, pour avoir une approche panafricaine à la résolution de notre conflit. C'est une très belle façon de procéder, je trouve, et c'est comme ça que nous, au MRC, on a entendu régler le problème. Et donc, à partir de là, on définit une nouvelle forme de l'État, n'importe laquelle, mais une forme fédérale. On va discuter du nombre d'États entre nous, avec les Camerounais, en fonction des idées de chacun. Est-ce que c'est 8 États? Est-ce que c'est 13 États? Est-ce que c'est 16 comme en Allemagne? Bref, en fonction des idées, on voit, on prend les meilleures idées, on apporte aussi les nôtres. Je vous ai donné une idée, par exemple, là tout à l'heure où je dis, par exemple, on peut faire que le bassin littoralien devient une plateforme de production de l'énergie à travers les centrales à gaz qui génèrent beaucoup plus d'électricité pour moins d'argent que les barrages hydroélectriques que nous avons aujourd'hui. Donc, on fait donc une forme de l'État où, comme en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le Bund, c'est-à-dire le noyau central qui règle les grandes questions, les grandes infrastructures, les grands projets du pays, voilà, aussi les affaires étrangères, les grandes questions panafricaines, et voilà, les grandes questions politiques. Maintenant, dans la politique du quotidien, on permet aux entités fédérées de se gérer de manière autonome, de définir, voilà, leur politique interne, leurs activités sociales. Bref, d'avoir cette liberté-là pour que tout ne dépende pas de Yaoundé, pour que le passeport, la pièce d'identité, tout, tu n'es pas obligé de faire 10 000 milliards de kilomètres en quittant de Koussiri. Tu fais 1000 ans en chemin pour aller à Yaoundé faire un petit document. Tu as ton salaire à toucher, tu dois d'abord venir à Yaoundé. Non, on veut donc bannir tout ça là et redéfinir cette forme de l'État qui met tout le monde à l'abri du contrôle absolu d'un seul individu. Parce que là, on est dans un système présidentialiste exagéré où on a un seigneur, ce n'est même plus un seigneur, qui même à 93 ans continue de se prendre pour un dieu et définit qui doit respirer au Cameroun. Donc voilà, ça c'est la première partie de ta question. Euh, the first thing I want you to do is to tell me if you are satisfied by my answers. Donc dis-moi. Oui, Monsieur Wilfred, I am very much satisfied puisque tu as d'abord commencé par me rappeler l'histoire, comment les deux Cameroun se sont venus et là je suis vraiment satisfait.